qui revient l'honneur de décerner les premiers prix de thèse de la chaire Beauté. Merci. Bonsoir à tous. Quelques mots sur la présence de L'Oréal. Tout d'abord, je représente Alexandra Palt qui vous présente ses excuses pour son absence de ce soir. Pourquoi L'Oréal est mécène de cette chaire ? Depuis plus d'un siècle, L'Oréal se consacre à un seul métier, celui de la beauté. Nous sommes convaincus que la quête de beauté est universelle. Et L'Oréal cherche en fait à répondre à l'infinie diversité de l'expression de beauté à travers le monde. Par ailleurs, je tenais également à rappeler que L'Oréal a été créé par un chercheur et l'entreprise a toujours mis la science et l'innovation au cœur de son activité. Alors, en tant que mécène, notre démarche en fait n'est pas nouvelle pour soutenir la recherche dans la beauté, mais à travers cette chaire beauté, elle se renouvelle. Et en fait, c'est sa spécificité, à savoir les regards croisés et l'interdisciplinarité, qui nous a séduits par sa beauté. Alors, chaque année, la chaire beauté va récompenser les meilleures thèses sur la beauté, toutes disciplines confondues. Pour la première édition, la chaire a reçu des candidatures portant sur des sujets de philosophie, de sociologie, de sciences cognitives, d'histoire de l'art. Et le comité de pilotage a retenu 2 candidats dont les travaux offrent, selon nous, une contribution majeure dans des domaines très différents. Alors, au nom de la chaire, j'ai le plaisir d'annoncer que le premier prix de thèse, un prix de 5 000 €, est attribué à Camille Couvry pour sa thèse de sociologie soutenue à l'Université de Rouen-Normandie, sous la direction du professeur Michalis Silanos, intitulée « Beauté, classe sociale et empowerment ». Les jeunes femmes de classe populaire dans les élections de Miss Normandie. Alors Camille Couvry porte un regard très original sur les élections de Miss, puisqu'elle y voit l'opportunité d'un empowerment. Et nous sommes heureux d'accueillir Camille Couvry dans la chaire. Et Camille, nous le savons, est très impliquée dans le domaine de la beauté, puisqu'elle co-organise en fait depuis 2017 le séminaire de recherche internationale itinérant Corps et Beauté. Camille, je vous invite à me rejoindre sur scène. Et je vous laisse partager en 180 secondes l'essence de vos travaux. Bonsoir à tous. Alors, je remercie vivement tous les membres du comité de pilotage de la chaire de m'avoir décerné ce prix de thèse. J'en suis très honorée et je suis très heureuse que la beauté et les pratiques esthétiques en tant qu'objet de recherche suscitent l'intérêt de chercheurs d'horizons disciplinaires variés et se concrétisent dans la création de cette chaire. Je vais me prêter à l'exercice de présentation très synthétique de mon travail de thèse portant sur les pratiques esthétiques au sein des élections de Miss. L'intérêt sociétal pour la beauté est très prononcé. Paradoxalement, cet objet est peu identifié et documenté dans la sociologie, a fortiori française. Les chercheurs peinent à l'étudier sans jugement de valeur. C'est dans ce contexte que j'ai entrepris ma recherche doctorale sur les pratiques esthétiques dans un espace où celles-ci sont un ressort principal des activités sociales. J'ai choisi les élections de Miss. Sous l'influence des idées féministes, les élections de Miss sont souvent dénigrées, présentées comme un espace qui invite les femmes à endosser un rôle superficiel de femme-objet. À cette critique s'ajoute celle d'une pratique jugée péjorativement comme populaire, parfois. Pourtant, les promoteurs de ces concours et les femmes qui y participent les perçoivent comme une expérience enrichissante. Tout l'intérêt de l'enquête de terrain sociologique et ethnographique que j'ai menée pendant 3 ans est de pouvoir étudier précisément ce que font ces concours aux femmes et comment celles-ci se les approprient. Les participantes aux différents échelons d'élection en France, communales, régionales, nationales, appartiennent principalement au milieu populaire. Dès lors peut être formulée la problématique suivante: les élections de Miss représentent-elles un moyen d'affirmation de soi et de renforcement de soi, autrement dit d'empowerment, pour les femmes de milieu modeste? Le travail esthétique déployé au sein des concours intègre plusieurs domaines de pratique. D'une part, des techniques du corps transmises aux candidates afin qu'elles acquièrent les signes du personnage de Miss.
et d'autre part des pratiques d'apparat, l'habillement, des cosmétiques, du maquillage, le soin apporté à la coiffure, faisant l'objet d'un apprentissage. Bien que la beauté soit au cœur du processus d'élection, elle n'est acceptable que si elle intègre d'autres critères, l'élégance, des qualités morales, sociales, intellectuelles, et d'autres objectifs que l'embellissement comme fin en soi. La valeur de l'optimisation esthétique est donc mesurée à l'aune des bénéfices qu'elle confère et qu'elle procure. Si les participantes issues des milieux les plus favorisés sont mieux disposées à répondre aux attendus et à gagner, toutes les femmes disent que les concours les aident à devenir plus féminines, moins timides, à prendre confiance en elles, à acquérir une aisance sociale par la maîtrise de l'apparence esthétique et de l'expression orale. Une enquêtée assimile ainsi les élections de Miss à une thérapie qui lui a permis de s'affirmer davantage face au regard des autres et dans ses interactions sociales. Les participantes tendent également à évaluer leur engagement corporel en termes de bénéfices scolaires et professionnels. Vaïmalama Chavez entend bien utiliser son titre de Miss France pour lancer sa carrière musicale. Des transferts de dispositions s'observent aussi des élections de Miss vers un à côté de la vie professionnelle, tels que devenir modèle dans des défilés de mode ou dans une moindre mesure entrer en politique locale. Cette étude montre que pour ces femmes jeunes, issues de milieux modestes, l'apparence esthétique peut être un instrument d'émancipation qui leur permet de développer au moment de l'entrée dans l'âge adulte un pouvoir d'action important. Elle met en lumière combien le travail esthétique participe à définir ces femmes. Elle démontre les effets puissants de la beauté en termes de construction des identités et de sentiments de pouvoir et révèle des morales corporelles socialement situées. Je vous remercie pour votre attention. Le second lauréat du prix de thèse de 2019, d'un montant de 3 000 €, est attribué à Olivier Chiquet pour sa thèse soutenue à la Sorbonne Université sous la direction du professeur Frédéric Dubar de Gaillarbois. Sa thèse, qui implique les arts et la littérature, s'intitule « Penser la laideur dans la théorie artistique et la peinture italienne de la seconde moitié du Cinquecento, de la disharmonie à la belle laideur ». Félicitations, et je vous invite à venir me rejoindre sur scène. Voilà, et exposer en 80 secondes. Bien, à mon tour, je souhaiterais remercier naturellement le comité de pilotage de la chaire pour m'avoir décerné ce prix qui me touche beaucoup, et je vais donc présenter en 180 secondes mon travail. L'automne de la Renaissance n'est certes ni la première période à s'être intéressée à la laideur, ni même la première à avoir tenté de la penser autrement que de manière négative. Mais si les penseurs de la Renaissance ont globalement accepté la doxa, selon laquelle le laid s'opposerait au beau sur les plans ontologiques, logiques, moral, formel, esthétique et anthropologiques, ils se sont toutefois montrés de plus en plus intéressés par ces développements paradoxaux, dans lesquels beauté et laideur, déjà, faisaient l'objet d'une articulation plus complexe. La pensée esthétique italienne de la fin du XVIe siècle et du début du XVIIe parvient ainsi à dépasser la topique antithèse entre le beau et le laid. Du dépictorat albertien de 1435 à la théorisation de la caricature et de la laideur idéale dans le traité de Mosigny de 1646, le visage de la laideur change résolument. Au terme de cette évolution, celle-ci ne se présente plus comme le contraire de la beauté, mais comme son envers. Et l'alliage du beau et du laid ne relève plus de l'antithèse ou du paradoxe, ni même de l'oxymore, mais d'une véritable coïncidence des contraires. En effet, la doxa héritée de l'Antiquité et du Moyen-Âge chrétien, qui domine très largement dans la littérature artistique italienne renaissante, au moins jusqu'au milieu du XVIe siècle, oppose plus qu'elle n'articule la laideur et la beauté. Les deux notions sont alors essentiellement perçues comme antithétiques, contradictoires, irréconciliables. Le laid ne saurait être perçu que comme le simple contraire du beau, c'est-à-dire comme une disharmonie des parties d'un tout entre elles et avec celui-ci, et la pensée de la laideur se déduirait ex oppositione à partir d'une théorie de la beauté qu'il suffirait simplement de renverser. Avec les traités tridentins et post-tridentins sur l'art, c'est-à-dire au cours des dernières décennies du XVIe siècle, le laid et le beau
ne sont plus guère pensées comme des catégories antagonistes, mais se voient articulées sur le mode du paradoxe. Plus précisément, les belles laideurs qui émergent alors sont des laideurs auxquelles les théoriciens de l'art confèrent les mêmes qualités que celles traditionnellement attribuées à la beauté, et tout particulièrement la vérité. Pensons en particulier aux peintures cruelles et horribles représentant le martyre du Christ ou le martyre des saints, la bonté en raison de la promotion de la figure de Socrate Silène dont il a été question tout à l'heure, et surtout le plaisir dans le cas d'un approfondissement du paradoxe aristotélicien de la représentation. Avec l'esthétique baroque, la belle laideur constituera moins un paradoxe qu'un oxymore. En effet, la pensée baroque veut que l'artiste exploite volontairement la défectuosité, voire l'horreur de ses sujets, afin de manifester, par contraste, l'étendue du pouvoir transfigurateur de l'art. Ce qui constituait jadis une licence ou un écart devient la règle, la nouvelle doxa, en même temps que le fondement d'une nouvelle esthétique. Enfin, la théorisation de la caricature et de la laideur idéale par Mozigne en 1646 parachève ce rapprochement de la laideur en direction de la beauté. En effet, au moins dans leurs formes idéales, la beauté et la laideur s'avèrent presque assimilables et constituées comme les deux faces d'une seule et même médaille, qui est celle de l'idéalisation. Si cette réflexion renaissante ne constitue toutefois qu'une étape, c'est qu'elle ne clôt nullement la réflexion sur la laideur. Cette dernière, en effet, ne saurait encore à ce stade constituer une catégorie esthétique à part entière, jouissant d'une réelle autonomie. Le pourra-t-elle jamais ? Le beau absorbe davantage le laid que l'inverse, en même temps que sa sphère s'élargit et se diversifie. Ce qui était considéré comme laid dans une esthétique classique précédente en vient désormais à participer pleinement de la diversité des beautés. Par conséquent, la frontière entre le beau et le laid n'est pas seulement brouillée, elle est largement déplacée en faveur d'une beauté qui n'aura donc cessé de gagner du terrain. Je vous remercie.